Bonjour, je suis le docteur David Goldblum, psychiatre. Je m'adresse à vous du CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est aussi le plus grand hôpital d'enseignement du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Je vous encourage donc à vous abonner à notre chaîne et à activer la sonnerie de notification afin de ne rien manquer. Tout d'abord, qu'est-ce que l'automutilation? L'automutilation est le fait de se blesser volontairement. Elle diffère du comportement suicidaire qui vise à se donner la mort. On peut s'automutiler de plusieurs façons, en sautant ou en se brûlant la peau, en s'infligeant des morsures ou des coups, ou encore en empêchant ces blessures de cicatriser. L'automutilation peut aussi prendre la forme d'un empoisonnement par ingestion d'un excès de médicaments ou par ingestion des substances toxiques. Il peut arriver que des gens s'automutilent tout en ayant des pensées suicidaires, mais les professionnels de la santé considèrent qu'il s'agit de deux problèmes différents. Il n'est pas toujours facile de se rendre compte qu'une personne s'automutile, les marques étant souvent sur les avant-bras ou sur les cuisses ou d'autres parties du corps dissimulées par les vêtements. L'automutilation étant un comportement plus qu'une maladie à diagnostiquer, elle peut être observée par n'importe qui, amis, famille ou enseignants. Mais le recours à des professionnels de la santé mentale permet d'établir le diagnostic sous-jacent. Avec l'automutilation, on ne peut pas faire de la prévention de la même manière que, par exemple, celle pour les maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi, au lieu de parler de prévention, nous parlons de facteurs de risque. Alors, qu'est-ce qui accroît le risque d'automutilation? Il n'existe pas de cause unique à l'automutilation. Les facteurs de risque de l'automutilation sont complexes. Certains sont d'ordre social, d'autres sont en fonction de circonstances extérieures, périodes difficiles à la maison ou à l'école, rupture ou brouilles avec des amis, ou fait d'être confronté par la discrimination pour des raisons touchant à l'appartenance à un groupe racial ou ethnique, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. D'autres facteurs de risque sont plus directement associés aux émotions, comme les sentiments de vide intérieur, d'isolement ou de colère, l'anxiété et la dépression, et les antécédents des traumatismes ou de mauvais traitements. Les troubles de santé mentale, dont la dépression et le trouble de la personnalité limite, parfois appelés troubles de la personnalité borderline, et aussi la dépendance à l'alcool ou aux drogues, peuvent accroître le risque d'automutilation. Les maladies physiques et le fait d'avoir été témoin ou victime de violences sont aussi des facteurs de risque. L'automutilation est généralement associée à des émotions intenses. Les personnes qui s'automutilent peuvent y voir un moyen de se débarrasser d'un mal-être ou de cesser de ressentir un grand vide intérieur. On peut se livrer à des comportements d'automutilation pour se punir ou pour éviter de donner libre cours à certaines pulsions. Certaines personnes éprouvent un sentiment de soulagement immédiat après s'être infligé des blessures, mais elles se sentent encore plus mal par la suite. L'automutilation est parfois motivée par le besoin d'exprimer des émotions pénibles
et elle peut aussi être une forme d'appel au secours. C'est à l'adolescence que le taux d'automutilation est le plus élevé. Notons cependant que certains types d'automutilation sont plus fréquents chez les personnes âgées. Des recherches récentes ont montré que ces personnes étaient plus nombreuses à prendre des médicaments en excès ou à ingérer des substances toxiques, peut-être parce qu'elles auront davantage accès aux médicaments. Les recherches ont aussi montré que la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels leur font courir un risque plus important d'automutilation. Selon des recherches récentes, entre 30 et 40 % des personnes qui s'identifient comme 2SLGBTQIA se sont automutilées à un moment ou à un autre de leur vie. Et chez les personnes transgenres ou bisexuelles, le risque d'automutilation est encore plus grand. Il faudra cependant mener des recherches plus poussées sur le lien entre l'appartenance à un groupe ethnique ou racial et l'automutilation. Rappelons que l'automutilation est un comportement et non une maladie. Par conséquent, quand on parle de traitement, c'est en relation avec une maladie sous-jacente, comme la dépression par exemple. Mais il n'y a pas lieu de perdre espoir. Pour venir en aide aux personnes qui pratiquent l'automutilation, les professionnels de la santé mentale ont recours à différentes thérapies. Parmi les psychothérapies qui ont été employées avec succès, on peut citer la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie comportementale dialectique et l'entretien motivationnel. Par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale peut aider une personne à acquérir des stratégies mieux adaptées pour faire face au stress et elle peut aussi l'aider à renoncer aux schémas de pensée négatifs qui conduisent à l'automutilation. Quant à la thérapie comportementale dialectique, elle peut aider la personne à prendre conscience de la façon dont elle gère ses émotions et à mieux les régler. La consultation d'une ou d'un professionnel de la santé mentale est une étape essentielle du traitement et tout traitement de l'automutilation doit commencer par là. Pour améliorer les chances de réussite du traitement, les personnes qui cherchent une aide professionnelle pour l'automutilation doivent faire l'objet d'une évaluation approfondie quant au risque de suicide et de la présence de troubles de la santé mentale, dont la dépression et le trouble de la personnalité limite. Que peut-on faire d'autre pour aider quelqu'un qui se livre à l'automutilation? Les amis, les proches ou les personnes de l'entourage ont aussi leur rôle à jouer. Ils peuvent apporter un soutien émotionnel à la personne en étant à l'écoute et en évoquant les émotions qui conduisent à l'automutilation. Si vous savez qu'une personne est portée à s'automutiler, vous pouvez prendre des précautions pour l'en empêcher. Par exemple, en mettant hors de sa portée les objets tranchants, médicaments et autres choses qu'elle pourrait utiliser pour s'automutiler. Il serait également utile d'envisager de limiter l'accès aux sites de médias sociaux qui diffusent des vidéos incitant à l'automutilation. Si une personne se confie à vous, écoutez-la calmement et efforcez-vous de ne pas la juger, de façon à l'encourager à vous en parler de nouveau en cas de besoin. Il est souvent difficile de savoir qu'une personne s'automutile et, quand on le sait, de la comprendre.
Cependant, il existe des traitements pour l'automutilation et les proches peuvent apporter leur soutien en s'informant sur l'automutilation et sur la façon de parler du problème avec la personne affectée. Veuillez consulter les ressources indiquées dans la description. Le lancement récent d'une nouvelle ligne de crise pour tout le Canada, le 988, permet d'apporter un soutien gratuit à toute personne qui envisage le suicide, qui est en situation de détresse émotionnelle, qui s'automutile ou qui s'inquiète pour quelqu'un de son entourage. Je suis le Dr David Goldblum. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour vous informer au sujet des données probantes sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives.